Si vous vivez dans un endroit où on voit encore changer les saisons, avez-vous observé comme notre corps change lorsqu'on passe de l'été à l'hiver? Il y a un plus grand besoin de sommeil ou le besoin de manger des choses plus consistantes? Moi, il y a quelque chose qui ne change pas. Été comme hiver, c'est mon besoin de faire un feu. Vous entendez? Notre corps est vraiment un véhicule incroyable d'intelligence. J'y pensais l'autre jour. En Occident, on a pourtant glissé lentement vers l'éloignement, vers de moins en moins de conscience de notre présence en lui, de son fonctionnement. Et j'écoutais d'ailleurs sur YouTube une vidéo qui dressait ce constat, mais magnifiquement. Les Grecs disaient « un esprit saint dans un corps saint ». Puis Descartes arrive et isole notre conscience de nous dans le mental. Michel Serres, avec sa théorie sur l'exodarwinisme, observe que nous nous sommes maintenant déposés virtuellement dans nos ordinateurs, c'est le cas de le dire. Et il y a aussi l'intelligence artificielle, le transhumanisme qui nous questionne aujourd'hui. Alors concrètement, comment nous reconnecter avec la nature si nous avons perdu le contact avec notre propre dimension sensitive, avec ce corps que nous n'habitons plus que de manière utilitaire, ce corps fabriqué par la nature pourtant, donc indéniablement notre plus grand allié pour cette reconnexion? Eh bien, pour réfléchir avec nous, j'ai pensé immédiatement à Céline Vercher. Céline est française, docteur en sociologie, installée au Québec, qui officie à l'Université de Sherbrooke en tant que co-responsable de l'axe éthique, usage et société au sein de l'unité mixte internationale du laboratoire nanotechnologie et nanosystèmes. Sur cette question, c'est bien plus que la sociologue que nous aurons le plaisir d'entendre, mais une femme qui a mis la relation au corps au centre de sa vie. Elle a étudié la médecine chinoise, la danse, exploré le mouvement, intégré dans les processus d'apprentissage et d'innovation. Et tout cela parce qu'elle-même, mi-mentale, mi-organique et complètement kinesthésique, a fait l'expérience en elle du rôle que son corps jouait dans son rapport avec ce qui l'entoure et notamment la nature. Vous allez voir, ça va être passionnant. Allons maintenant la retrouver. Le podcast de l'Université dans la nature. Présenté par Emilia Tamco. Tous les jeudis, rejoignez-nous et vibrez avec la science qui nous reconnecte à la nature. Bon, alors c'est parti. Bonjour Céline. Bonjour. Merci mille fois d'être mon invitée et de nous emmener, alors là c'est ce qui va être absolument génial pour cette émission, nous emmener explorer la dimension corporelle et sensitive de notre lien avec la nature et d'ailleurs avec nous-mêmes. Tout à fait. Tu sais que j'ai plein de questions à te poser, mais je dois surtout te dire que j'avais hyper hâte à cette conversation. Un, parce que je trouve que la question du corps est hyper pertinente aujourd'hui. Et deux, parce que c'est une question forcément qui est au centre de ta vie. Donc pour moi, tu es vraiment une personne... la personne qui pourrait vraiment nous parler de ça et de multiples façons en plus, puisque tu l'as exploré de multiples façons. Et toi, quand tu explores, tu vas vraiment au bout. Là. Les auditeurs là, vont s'en rendre compte et ça amène toujours une perspective vivifiante. Alors moi, ce que je te propose de faire, c'est que tu vas nous parler de toi un peu plus loin dans notre conversation, mais je voudrais que tu puisses nous donner ton regard sur le lien avec la relation au corps aujourd'hui dans notre société. Comment toi, tu le vois? Comment tu l'as vu évoluer? Oula, vaste question. Écoute, la relation au corps dans nos sociétés. Alors, disons que déjà, on va parler de notre société occidentale, parce qu'on va déjà un petit peu restreindre le champ. Tout à fait. Puis moi, comme ça s'entend, je suis à la fois française, donc de France, et j'ai aussi débarqué au Québec il y a 7 ans. Donc, il y a aussi quand même des petites différences, notamment quand on est une femme entre la France et le Québec. Mais je dirais que moi, j'observe quand même deux tendances. Là, c'est des gens qui sont très déconnectés de leur corps, qui est une assez grande partie de la population. Quand je dis déconnectés, c'est pas qu'ils vivent sans leur corps, là, parce qu'ils se déplacent, ils marchent et tout ça, mais ils ont comme pas conscience de combien leur corps est précieux et que c'est plus qu'un simple véhicule du cerveau, mais que c'est vraiment quelque chose qu'il faut nourrir et qu'il faut que c'est vivant comme une plante. Donc il y a pas mal de gens qui sont déconnectés, mais je remarque aussi qu'il y a tout un peut-être plus petit groupe de gens qui au contraire ont une très grosse et très grande conscience de leur corps. Donc je côtoie un petit peu les deux univers. J'ai du mal à faire les ponts entre les deux, mais je dirais que je perçois quand même ces deux tendances fortes. Je t'ai demandé de nous parler de la relation au corps, mais qu'est-ce qu'on entend par le corps même? En fait, il y a deux choses à distinguer, c'est le corps et le mouvement.
Le corps, je pense pour n'importe qui là, c'est son corps, physique, on va dire. Donc c'est sa peau, ses muscles, tout ça. Ça, c'est presque un premier niveau de corps. Mhm. Après il y a plein d'autres corps qu'on peut explorer. Il y a le corps émotionnel, donc c'est comme, notre corps, mais vu par le prisme, émotionnel. Donc parce que le corps est traversé par la joie, la peur, la colère, par, toute une série de choses. Donc il y a aussi un corps émotionnel et en médecine traditionnelle chinoise, c'est intéressant parce que l'âme, par exemple, ce qu'ils appellent, l'âme, elle est à la fois physique et mentale. C'est-à-dire qu'elle a 2 noms différents. Pour dire que le corps émotionnel, pour eux, c'est quelque chose de très concret qui se loge justement dans le corps. Mhm. Donc il y a ce corps émotionnel sur lequel on peut travailler. Il y a aussi le corps social, qui est un ensemble de corps d'une certaine manière. C'est qu'est-ce qui fait qu'on fait corps socialement? Qu'est-ce qui fait qu'on crée communauté socialement? Donc, et quelque part, un individu, il appartient à ces 3 cercles. Donc il appartient à son corps en tant que tel, je suis. Il est un corps en interaction avec les autres, donc je suis en relation avec, et c'est un corps dans le monde. C'est, je suis, je m'accomplis dans le monde. Donc il y a ces 3 niveaux de corps sur lesquels on peut travailler d'une certaine manière, qu'on peut explorer et qui à chaque fois sont des facettes différentes de ce que l'on est, de nous-mêmes. Et après il y a le corps en mouvement parce qu'en fait le corps il a comme 2 états typiques, on va dire. C'est l'état d'arrêt, et l'état de se mouvoir, de motion, de motion. Et c'est intéressant de travailler, sur ces 2 dimensions-là. L'arrêt, quand est-ce que je suis en arrêt? Quand est-ce que je me mets en mouvement? Et c'est intéressant d'apprendre à l'observer ça, parce que quand on apprend à l'observer, il y a un endroit très particulier qui est comme quand on inspire et qu'on expire, c'est l'endroit où on passe de l'arrêt au mouvement. Il y a un temps de silence et c'est dans ce temps de silence-là qu'on peut créer. Je rentre un peu dans des choses, voilà, mais c'est très, très intéressant de travailler et d'explorer son corps dans ces dimensions-là de arrêt, marche, arrêt, bouger, arrêt. Très, très, très intéressant. Voilà pour le corps et le mouvement. Et là, en ce moment, on est dans un moment où la pandémie sévit, où il y a des mesures sanitaires qui nous éloignent encore plus, en tout cas, de ce côté sensitif où on a envie d'ouvrir les sens. Alors, comment ça va jouer, selon toi, sur la relation au corps? Ou comment ça joue déjà sur la relation au corps? Bah, il y a 2 choses, c'est toujours pareil, ces 2 groupes de personnes dont je parlais au départ. Ce que je constate, c'est que, la ce qui pour moi, et ça me fait beaucoup de peine, c'est que quand je me déplace dans un magasin ou que voilà, je circule dans la rue, le fait même de rencontrer l'autre, devient quelque chose qui presque fait peur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies d'évitement du toucher du corps qui sont devenues presque normalisées. Je trouve ça vraiment, presque choquant. En tout cas, enfin, je sais qu'il y a les mesures sanitaires et que ça, il faut faire ce qu'on nous dit de faire et tout ça, mais je pense que ça peut marquer les gens, à moyen terme aussi, cette idée que le corps de l'autre est une source éventuelle de problèmes pour soi, là. S'il s'approche trop près, il va peut-être me transmettre un virus, des trucs. Donc il y a ce côté-là, qui est un petit peu compliqué, et en même temps, ce que je disais, aussi les gens que je côtoie par ailleurs qui ont justement cette, peut-être plus sensibilité, corporelle. La pandémie quelque part, elle a fait surgir ce besoin de rester dans son corps, de rester, grounded, de rester, dans l'instant présent parce que tout bouge autour. Donc quelque part, pour ceux qui étaient déjà dans cette route-là, ça a comme renforcé, cette compréhension du corps et cette idée que le corps est essentiel pour vivre bien. Parce que si on n'habite pas son corps, quand tout lâche autour, où est-ce qu'on habite? Donc le corps, c'est vraiment essentiel d'être en paix avec lui et de et de le cultiver, comme je disais tout à l'heure. Mhm. Ben, je me disais que c'était intéressant de t'inviter parce que tu pourrais nous donner une idée de ce que c'est que d'être connecté à son corps de telle manière qu'on ressent le monde à travers ses sens, là, de manière très forte.
Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent sont familiers avec cette théorie du professeur américain de Harvard, Howard Gardner, sur les intelligences multiples, qui selon moi, c'est quand même une théorie qui est intéressante par rapport au sujet dont on est en train de parler, parce que ça suppose qu'il n'y ait pas qu'une intelligence, l'intelligence générale qui est mesurée par les tests QI, mais qu'il y ait plusieurs formes d'intelligence. L'intelligence naturaliste, l'observation, la compréhension de la nature, l'intelligence interpersonnelle, la coopération, l'intrapersonnel, l'estime de soi, l'intelligence linguistique, être doué avec les mots, j'arrive jamais à le dire, visio-spatial, donc c'est se repérer quand même dans l'espace, voilà. Musical, ça j'adore celle-là, qui est évidente, et donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, celle dont on va parler à travers toi, c'est l'intelligence kinesthésique. C'est quand même une grande perception de son corps, ou comprendre à travers son corps. Et donc Howard Gardner, il nous dit qu'on possède tous ces 8 formes d'intelligence, qu'elles sont reliées entre elles se déclinent à différents degrés en fonction des individus, et que d'ailleurs la réalisation d'une tâche mobilise souvent plusieurs intelligences. Donc lui, il encourage vraiment à ce qu'on utilise, on essaye de nourrir davantage toutes ces formes d'intelligence à l'intérieur de nous pour devenir plus habiles et plus résilients. Donc, est-ce que tu peux nous faire un espèce de topo de ce que c'est en fait d'être une personne kinesthésique? Ça se passe comment dans la peau d'une kinesthésique? Oh, alors, tu poses des questions. Non, j'adore. Écoute, je l'ai découvert tard que j'étais kinesthésique. À l'école, on ne nous enseigne pas toutes ces manières d'appréhender le monde. Il y en a une et une seule qu'il faut nourrir. Moi, avant de rentrer dans ce que c'est qu'une personne kinesthésique, je voulais juste dire comment je l'ai découvert, parce que je trouve ça assez fascinant. Donc, on y reviendra après, mais là, je fais une formation de danse thérapeute au Grand Ballet de Montréal. Donc, comme ça le dit bien, à Montréal. Et le premier jour d'un des cours, la prof avait installé une situation, donc des chaises, des tables, un rideau et tout ça. Puis elle nous a demandé de nous asseoir autour, on était 20 élèves, et de décrire la scène. Et c'était vraiment hyper intéressant, parce qu'il y en a qui se sont assis assez loin, qui ont commencé à observer, il y en a qui ont tourné autour, et il y en a qui sont rentrés dans la scène, dont je fais partie. Et c'est tout là ce que c'est qu'une personne kinesthésique. C'est une personne qui a besoin d'être dedans pour comprendre. Donc, kinesthésie, ça veut dire quoi? Kin, ça veut dire mouvement, puis esthésie, ça veut dire mise en action ou quelque chose comme ça. Donc, c'est la capacité à comprendre, à avoir conscience en tout temps de la position de son corps, et de la position et de la manière dont les mouvements agissent à travers son corps. Et ça veut dire une chose très simple, ça veut dire que quand on veut apprendre, on a besoin de faire avec. Donc ça développe quelque chose d'assez particulier, qui est que l'on ressent tout. Parce qu'à force d'être dans les scènes en tout temps, on est le serveur du restaurant, on est l'arbre devant la maison, on est le caillou qui grince sous les pieds. Donc très concrètement, une personne kinesthésique, c'est une personne qui a une très grande sensibilité à tout ce qui l'entoure. Et je dirais même plus que sensibilité, c'est une personne qui sent et qui ressent en soi tout ce qui l'entoure. C'est assez passionnant, parce que ça permet de rentrer dans la peau de à peu près tout et n'importe quoi. Après, c'est là où moi j'ai fait beaucoup de travail aussi, c'est pour apprendre à pas tout prendre, parce qu'on peut aussi prendre des choses qu'on n'a pas forcément envie d'emporter avec soi dans son corps, je dirais. Donc, je sens les autres, mais tu sais, on peut le dire, il y a beaucoup de gens qui disent je suis très intuitif et tout ça. Je pense que peut-être ce sont justement des kinesthésiques qui s'ignorent quelque part, ou en tout cas qui sous-estiment cette richesse d'informations que ça peut leur amener. On va dire que j'ai quand même développé justement depuis des années tout ce travail autour du corps. Et quand je dis que je traite l'information par le corps, c'est par exemple que j'ai appris à reconnaître des signes à l'intérieur de mon corps, dans une relation, mettons, qui me font dire attention, ou là tu peux y aller, ou par exemple, je dis n'importe quoi, je sais où se loge globalement la peur dans mon corps. Je sais où se loge la colère dans mon corps. Je dis pas que, et une fois de plus, j'en fais pas
un système, c'est-à-dire que je ne le mentalise pas. Demain, ça pourrait être différent. Donc je reste attentive à rester ouverte que ça peut évoluer. On va dire qu'aujourd'hui, j'ai à peu près une idée de où se situe la peur dans mon corps, où se situe la colère, où se situe la joie, où se situe voilà. Et pour moi, c'est comme un petit, baromètre quelque part, qui fait que quand je rencontre des gens ou quand on me présente un nouveau projet, dans ma tête dans mon corps, ça fait des choses et ça me sert d'indicateur. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Mmh. Voilà, c'est donc mon corps est vraiment un baromètre, dans mon existence, en fait. Donc voilà, une personne kinesthésique, c'est une personne, qui sent, le vent sur sa peau quand elle marche, qui sent, qui aime beaucoup marcher pieds nus, comme c'est mon cas, tout le temps, été comme hiver, qui ressent, la terre froide, la terre chaude, voilà. C'est quelqu'un qui est très, 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 sensitif. Je dirais ça comme ça. C'est génial, surtout que nous, on parle beaucoup de reconnexion à la nature et je ne vois pas comment on pourrait se reconnecter à la nature sans déjà revenir à cette connexion à ses sens. Tout à fait. Ben, en fait, comme tu disais, enfin, moi j'ai une dominante kinesthésique, c'est ce que j'ai compris, mais j'ai aussi, je suis très visuelle aussi, enfin, comme le disait, Gardner que tu as repris, enfin, on a tous cette faculté en nous, sauf qu'elle peut être plus ou moins éteinte ou plus ou moins, accentuée et c'est vrai que moi, enfin, je fais beaucoup de méditation. Beaucoup de pratiques somatiques, donc des pratiques qui passent justement aussi par un approfondissement de la connaissance du corps, ce qui m'a beaucoup aidé à peaufiner cette perception kinesthésique du monde et la première des choses qu'on doit faire pour aborder la kinesthésie, c'est apprendre à observer. Mhm. Et en effet, pour sentir la nature, il faut déjà apprendre à observer la nature, à s'observer dans la nature et à faire le lien entre tout ça, quoi. Donc c'est toute une démarche qu'on peut, facilement, je dirais, s'approprier si on a envie d'aller dans ce chemin-là. Donc, toi, comment tu vois que la nature agit ou comment agirait-elle positivement sur ces différents corps, en fait? Co Ou en tout cas, quel est l'intérêt, en tout cas, comment est-ce qu'on nourrit ces trois corps-là avec le contact avec la nature? alors le contact à la nature, en fait, il va être un miroir de l'état de corps dans lequel on est. Si, par exemple, je suis en colère et que je rentre en nature, comme on rentre, au couvent là, quand je dis ça, mais qu'on rentre en nature, je vais être face à ma colère, puis je vais pouvoir l'observer et je vais pouvoir la travailler d'une certaine manière, l'explorer. Euh, donc, au niveau, on va dire, émotionnel et au niveau alors physique, c'est clair que la nature a un effet d'apaisement et de rassemblement, je dirais, du corps, parce que le corps est en marche dans la nature et ça lui permet de se rassembler, notamment par le souffle et tout ça. Ceux qui ont étudié un peu ça le savent. Mais au niveau émotionnel, c'est aussi un régulateur extrêmement puissant, dans le sens où ben, il nous confronte à nos miroirs, en fait, à notre miroir intérieur, de où est-ce qu'on en est émotionnellement. Et puis sur le corps social, ça je connais moins, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'expériences justement de jeunes en difficulté qui étaient emmenés dans des endroits de nature où ils devaient aussi construire des cabanes et tout ça. Je sais que le travail manuel, en tout cas le travail qui ramène au temps présent, aide beaucoup à améliorer les relations. Je sais aussi que, pour avoir travaillé un petit peu là-dessus, des personnes qui sont en situation d'addiction, toxicomanie ou autre, quand on les met dans la nature pour faire leur thérapie, réussissent un peu mieux quand elles sont en ville, parce que c'est le travail physique en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout commence par le corps physique. Donc on peut aller travailler sur le corps social, sur le corps émotionnel, mais ce qu'il faut d'abord, c'est se grounder. Il faut d'abord être dans le temps présent, dans le corps physique. Donc la première chose à faire, c'est contact physique à la nature. Marcher seul en nature. Mhm. J'insiste sur le seul parce que y a des gens qui n'aiment pas être seuls, mais c'est pas être seul au sens de abandonné, solitaire, justement. C'est être seul, c'est en pleine conscience de ses sensations. Quand on est avec quelqu'un, notre regard, notre attention, elle est focalisée sur l'autre autant que sur soi. Quand on est seul, c'est l'occasion d'être
en pleine possession de ses sensations. Et c'est à développer. Mais ça veut dire quoi s'observer dans la nature? S'observer dans la nature, ça veut dire apprendre à faire la différence. Alors ça, c'est vraiment, si tu me permets, de faire une petite parenthèse sur la méditation. Euh, La méditation, c'est quoi? On a cette image du Bouddha ou je sais pas qui là, qui est assis pendant des heures et puis qui ne voilà, qui ne bouge pas mais quelque part la méditation, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est apprendre à observer. J'ai un prof là à Sherbrooke justement qui je trouve a une très belle image. Il nous dit: «Quand on n'est, pas en état de méditation ou quand on ne connaît pas la méditation, on pense qu'on est nos pensées». C'est-à-dire, je suis Mmh. énervé, je suis en colère, je suis joyeux. On pense que l'on est joyeux, que l'on est en colère. La méditation, ce qu'elle apprend, c'est à distinguer le fait de se dire, j'observe que je suis joyeux, mais à pas fusionner avec ce sentiment. Mmh. Donc quand je dis s'observer dans la nature, c'est apprendre à être comme en situation d'être dans la nature et en même temps de se regarder être dans la nature. Je ne sais pas si c'est assez clair là, mais d'apprendre à observer et à s'observer, ça permet de ralentir les pensées dans son mental, d'aller chercher le silence, et c'est à partir du silence qu'on peut être créatif, qu'on peut vraiment découvrir des nouvelles choses et aller dans ses sensations. Il faut apprendre à faire le silence en soi, à l'intérieur de son corps. Mais le fait d'être déjà dans la nature, on constate que notre rythme, si on n'est pas en train de faire du sport, j'entends, ou si on n'est pas en train de s'agiter, mais voilà, ça nous calme déjà quand même pas mal là-dessus. Donc, toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens de faire quand ils sont dans la nature pour s'aider à justement s'observer et à venir à un rythme dans lequel ils peuvent se calmer ou être moins en interaction la constante avec ses pensées? Bah, je ne sais pas si tu as remarqué déjà, mais parfois on peut aller dans la nature pour faire du trail, c'est-à-dire la voir comme un objet de performance, ou même on peut aller dans la nature avec un ami et passer 1 heure et demie à discuter avec lui, ce qui peut être super là, mais sans finalement regarder ce qu'il y a autour de soi. Donc je dirais qu'il y a 2 choses pour commencer à apprécier la nature qu'il faut développer. La première, c'est y aller seul. Et la deuxième, c'est y aller sans attente. Et j'en rajouterai une troisième, mais qui vaut pour tout, c'est avec un regard renouvelé, c'est-à-dire comme si on n'avait jamais vu ce que c'était que la nature. Parce que Mmh. ce qui est intéressant aussi avec le corps, quand on est à ce niveau qui est presque, je dirais, infraverbal, c'est que si on va dans la nature avec l'idée qu'on sait ce qu'est un arbre, eh ben, on ne regarde pas l'arbre, on visualise le concept de l'arbre. Donc c'est sûr que c'est beau un arbre, mais on passe à côté. Si on va dans la nature avec l'idée que, tiens, je vais redécouvrir ce qu'est un arbre comme si j'en avais jamais vu, bah là, ça change tout le regard en fait. Donc Ouais. c'est là où je dis qu'il y a tout un truc à développer autour de l'observation, de la capacité à observer. Observer, ça veut vraiment dire entrer dans le silence intérieur de je ne sais rien et je développe des sens qui me permettent d'acquérir de l'information. Et ces sens, Ah, plus je les affine, plus j'apprends justement à développer ma sensibilité parce que ça s'apprend, plus je suis en capacité d'observer finement les choses, de voir les couleurs, mais de manière très renouvelée à chaque fois. Alors, faisons le tour des 5 sens, par exemple. Est-ce que tu pourrais imaginer, ou en tout cas proposer, ce qu'on pourrait faire pour retrouver ce contact-là avec notre corps, mais en passant par nos sens? En fait, la société dans laquelle on vit mise beaucoup sur les yeux. Donc on a le sens de la vue, en tout cas, pas forcément du regard, mais de la vue qui est très, très développée. Donc la première chose à faire, c'est de fermer les yeux. Je trouve qu'explorer la nature les yeux fermés, c'est ça, et en plus, ça amène une chose, assez intéressante qui est, le rapport à l'inconnu. Et qui va de pair avec, l'idée dont je parlais du regard renouvelé, comme si on voyait les choses pour la première fois.
Donc mettre des bandeaux sur les yeux, je trouve que c'est la meilleure chose à faire parce que là, on peut se mettre à écouter, à sentir, voilà, à toucher. Donc on sollicite les autres sens qui sont, légèrement sous-estimés par rapport, à cette société-là de la vue dans laquelle, on est. Donc moi, c'est ça que je ferais prioritairement, marcher, les yeux fermés, marcher à l'envers. Waouh. C'est une bonne idée. C'est une super idée. Faut essayer, en tout cas. Je pense qu'il faut se laisser les chances de le tenter. En fait, c'est prêter attention. C'est vraiment ça que j'entends. Ce que j'aime bien, c'est que tu valides pas mal cette activité-là que Hubert a montée de reconnexion nature, où il y a cet alliage entre justement le rationnel et les sens. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et je trouve ça hyper intéressant qu'une mentale / organique vienne, vienne nous parler en live de ce que ça fait, quoi, de ce que ça fait dans le corps. Et donc, toi, tu es chercheuse, tu es sociologue. Et par ailleurs, oui. Voilà. Et il va falloir que tu nous expliques, tu as plein de chapeaux, là, on va en parler tout à l'heure, mais parce qu'on se fait toujours cette idée, tu vois, que chercheur, milieu académique, c'est quand même un milieu qui ne laisse pas nécessairement exprimer cette partie-là d'un être humain. On part quand même avec l'idée que en avançant dans le milieu académique, plus tu avances dans le milieu académique et moins tu es en contact avec ton corps. Donc, je me demande, mais comment est-ce que tu as pu composer avec les exigences de ce milieu-là, étant ce que tu es, avec les atouts que tu as? Alors écoute, si on rentre un petit peu dans le détail, on va dire que j'étais, plutôt bonne élève, donc je me suis, et que voilà, j'avais des choses à éviter ou des choses voilà, étant plus jeune qui font que je me suis un petit peu, mis dans le parcours académique parce que d'une part ça me rassurait, puis que j'étais pas trop mauvaise, puis, voilà, ça m'a permis de construire d'une certaine manière, tout ce travail pour arriver à être sociologue. Après, on va dire que sociologue, ça veut dire quand même étude du groupe social, étude des humains. Donc, Mhm. quelque part, quand même, le corps était engagé parce que je fais beaucoup d'entretiens avec des gens, je fais beaucoup de terrain, je suis une sociologue très appliquée, donc j'aime beaucoup comprendre ce qu'est un être humain, pourquoi il se lève le matin, pourquoi pourquoi l'humain sur Terre, il abandonne pas dès le deuxième jour en se disant mais putain de toute façon je vais mourir donc excusez-moi je dis des gros mots là mais qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui motive un humain à rester vivant quoi. J'ai toujours été fascinée par ce truc-là. Et pour revenir quand même sur l'idée du corps, c'est que j'ai fait mon doctorat sur les rave parties, donc sur les fêtes sauvages là en France et les usages de substances psychoactives dans les rave parties. Donc ça veut dire que j'étais quand même plongée dans un terrain qui a duré 4 ans où il y avait de la musique, de la danse, des humains en transe. Donc quelque part, je n'étais pas si loin de mon truc. Après, c'est vrai que quand on rentre dans l'académisme, là, on voit en effet ce monde de gens plutôt assis et plutôt intellectuels, on va dire. Alors comment je m'en sors? Ben, je m'en sors justement en essayant de développer des programmes aujourd'hui qui travaillent sur cette idée d'incorporation, là, donc de mise en place du corps dans l'apprentissage. Donc on développe avec l'Université de Sherbrooke tout un pan de programmes qui cherchent à introduire beaucoup plus le rapport kinesthésique à l'apprentissage, la dimension corporelle dans l'apprentissage. Donc quelque part, tout ça pour dire que j'ai beaucoup été scindée en deux pendant des années. Un côté où j'étais sociologue, puis un autre côté où j'explorais le corps à travers beaucoup, beaucoup, beaucoup de disciplines, mais qu'aujourd'hui, je trouvais un moyen de les relier les deux à travers l'innovation pédagogique notamment. Ah, c'est super intéressant. Et avec quel succès? Comment est-ce que c'est accueilli dans la communauté universitaire? Alors, il y a quelques années, quand j'en parlais en réunion, donc assis, les gens rigolaient de stress, je pense, parce que quand on leur dit on va faire un cours, mais les gens vont être pieds nus et on va les faire bouger, je pense que même les profs, ça les fait pas vraiment rire. Mais je dirais que ça progresse, d'une part parce que l'université aujourd'hui, elle est un peu au bout de son modèle, dans le sens où on le voit bien, enfin, la manière d'apprendre des générations d'aujourd'hui, c'est plus du tout
qu'on a nous-mêmes connues. J'ai 45 ans, mais je veux dire, ça n'a plus rien à voir. On ne peut plus faire de cours magistraux comme on faisait encore il y a 20 ans. Voilà, il y a aussi des enjeux de société comme le changement climatique, comme des grands enjeux dont on sent que si on les traite comme on les a toujours traités jusqu'à aujourd'hui, ben on va toucher un mur. Donc il y a une certaine ouverture quand même du milieu universitaire pour essayer de renouveler les conditions d'enseignement. Et évidemment, je me faufile dans cette ouverture-là pour essayer de faire ma part. Mon truc, c'est vraiment c'est ça, c'est l'incorporation, embodiment là en anglais. Là, c'est vraiment passer par le corps pour apprendre, quoi. C'est super intéressant. Et il y a une question que j'avais vraiment envie de te poser, mais je la réservais pour la fin. Mais puisque tu parles de ton travail à l'Université de Sherbrooke, je serais tentée de te parler de ce que nous, on essaye de réaliser avec l'Université dans la nature, à savoir d'avoir un endroit, un centre de recherche dans lequel on pourrait amener les chercheurs justement à travailler leur mémoire, à faire même leur recherche sur l'impact de la nature, mais dans la nature, en immersion dans la nature. Et puisqu'on se dit on part beaucoup de toutes ces recherches qui expliquent comment la nature a un impact sur le cognitif, sur le système cognitif, mais aussi sur l'empathie, etc., etc. Toi, avec ce que tu sais donc des chercheurs du milieu académique, du milieu universitaire, et donc de ce besoin peut-être d'intégrer un peu plus le corps dans la manière dont on apprend, qu'est-ce que tu penses de l'idée de placer les chercheurs dans la nature pour qu'ils puissent développer leur recherche, en tout cas réfléchir? Je trouve ça génial. Je trouve ça absolument nécessaire, j'ai envie de dire. Pour plusieurs raisons, c'est que justement pour retrouver ce dont je parlais, ce lien entre sentir et penser. Parce que je connais beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le développement durable, mais qui ne sont pas pour autant des gens qui aiment la nature d'une certaine manière. Et c'est tout à fait possible dans le milieu académique, et je ne veux pas stigmatiser rien du tout, mais je veux dire, c'est tout à fait possible de rencontrer des gens qui pensent des choses, qui conceptualisent des choses, et qui, par ailleurs, vivent complètement autrement. Et ça, c'est pas de leur faute à eux, c'est la faute au système d'une certaine manière, qui crée ces individus parce qu'on ne leur demande pas d'être alignés. On ne demande pas aux gens de dire ce qu'ils font et faire ce qu'ils disent. On peut très bien penser sans faire. Donc je trouve intéressant, moi, de replacer les chercheurs dans la nature, parce que ça les amène à comprendre qu'ils sont dedans le système, qu'ils sont avec. Ils ne portent pas un regard sur la nature, mais ils sont avec la nature pour porter un regard. Donc déjà, ça déplace, c'est le propre des approches systémiques, c'est que ça replace les individus dans le système sur lequel ils travaillent. Donc ça, je trouve ça déjà génial au niveau, on va dire, conceptuel, là. Et après, en effet, au niveau personnel, ça ne peut que amener de la conscience, quoi. C'est-à-dire une prise de conscience, en fait, parce qu'il va se passer des choses au niveau cognitif, au niveau émotionnel, qui peuvent bouleverser. Et puis on sait que parfois le bouleversement fait qu'on change ou amène le changement. Donc c'est intéressant. Après, c'est sûr qu'il faut créer aussi des conditions pour accueillir les chercheurs qui potentiellement peuvent être bouleversés. Mais si on cadre bien tout ça, je pense que ça peut être absolument excellent de ramener les gens à leur conscience, d'une certaine manière. C'est un mot que j'utilise depuis 2 fois, mais qui me parle beaucoup, en fait. Oui. Et est-ce que toi, tu dirais donc que le fait de travailler aussi sur le senti, sur ses sens, ça nous rendrait plus sensibles, donc ça nous permettrait de finalement regarder tous ces enjeux là par rapport à l'environnement avec plus d'empathie et de commencer à poser les gestes qui sont nécessaires pour qu'on arrête de détruire la planète. Donc le lien que j'essaye de faire, c'est est-ce que toi c'est comme ça que tu le vois, à savoir que pour qu'on puisse justement changer nos pratiques, nos façons d'être, nos mentalités, notre conscience, eh bien ce travail qu'on fait sur le corps peut être une voie qui permette ça. Oui, évidemment, dans le sens où
C'est un travail sur le corps et c'est un travail sur l'idée comme je disais tout à l'heure, qu'on fait partie du système. Parce que si on regarde la nature comme quelque chose qui est extérieur à soi, comme quelque chose comme d'extrinsèque d'une certaine manière, euh, ok, on peut détruire la nature, c'est pas moi, donc tu sais, c'est pas grave. Mais si on le regarde comme faisant partie de soi, étant une partie de soi, là, ça change quand même la perspective. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, quand je vois des érablières qui sont détruites et tout ça, ça me fend le cœur, mais littéralement, là. Tu sais, c'est-à-dire que derrière chez moi, il y a une forêt là, qui a été un peu détruite récemment. On s'est arrêté avec ma fille, on a pleuré. Donc, pour dire, voilà. Ça me fend le cœur parce que je trouve ça terrible d'avoir aussi peu conscience de la richesse de ce que c'est, là. Mais après, sans aller peut-être jusqu'à cet extrême-là, juste se rendre compte qu'on fait partie de ce système. Enfin, ça me paraît évident, mais j'ai l'impression qu'après, quand on est soit dans la recherche ou on le découpe en petits morceaux qui deviennent des morceaux justement un petit peu conceptuels. Je travaille dans tel secteur de l'environnement ou du développement durable, puis ça nous éloigne du sujet au niveau émotionnel. Mais on est impliqué dans cette nature, qu'on le veuille ou non. Elle est en nous et elle fait partie de nous. Donc, c'est sûr que de sentir, déjà, ça permet aussi de réaligner la personne avec ses valeurs. Donc, avec qu'est-ce que je défends pour moi et qu'est-ce que je veux défendre pour les autres. Et quand on commence à aligner ça, on prend peut-être des décisions qui sont un petit peu différentes. Oui, en tout cas, moi, je fais un très fort lien, encore une fois, avec le fait d'être en mesure de sentir ou de ne pas sentir, et finalement de se sentir ou de ne pas se sentir comme une partie intégrale de cet écosystème. Parce que c'est évident que si nos sens sont fermés, ben, moi, je le vois. Je suis aussi venue au Québec pour les mêmes raisons que toi. Pour avoir un espace plus grand, pour avoir quand même, pas nécessairement plus de nature à l'époque, puisque la nature, ça ne voulait rien dire pour moi qui sortais de la banlieue, mais en le découvrant ici, c'est sûr que ça change complètement ta conscience par rapport à ça. Retrouver ses sens, ça nous permet d'être sensible en tout cas, et ensuite certainement être en mesure de s'intéresser à autre chose que soi et s'ouvrir vers l'écosystème dont on fait partie, quoi. Non, c'est super, c'est une approche que j'aime beaucoup en tout cas. C'est une approche que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, Céline, parce que je me posais la question pendant que tu parlais, qu'est-ce que la sociologie, qu'est-ce que le fait en tout cas d'être sociologue t'apporte pour arriver, je dirais, à trouver peut-être des solutions à voir de quelle manière on peut collectivement avancer et relever les défis là au niveau, je pense beaucoup plus environnemental, mais il y a tellement de défis en ce moment on pourrait tous les englober. Mais c'est ça que j'essaye de voir, c'est comment en fait l'approche que toi tu as par ta formation te permet de regarder et d'envisager des solutions pour le futur. Plusieurs choses. La première, c'est que quand même une formation, on va dire, de chercheur, ce qu'elle amène, c'est à savoir traiter des données, beaucoup de données. Donc la première chose que ça m'apprend aujourd'hui, c'est à savoir discriminer, on va dire, les fake news des news un peu plus correctes. Je sais ce que c'est que la recherche, donc je sais ce qu'est une pratique scientifique et ce qui m'apparaît comme non scientifique, je le jette de fait, là. Donc ça m'a donné une certaine rigueur, je dirais, qui fait que, par exemple, si on parle de changement climatique, je suis capable d'aller chercher de l'information qui va vraiment me dire où on en est aujourd'hui, là, et pas à tout prendre, tout lire, puis paniquer en me disant oh, je sais pas quoi faire, je suis désespérée et tout ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je travaille beaucoup avec des ingénieurs sur le développement technologique. Et justement, quand j'ai eu cette un peu réunification de moi-même, puis entre le corps, la nature et mon métier, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qui peut amener quelque chose dans le champ dans lequel je travaille? Et une des choses que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est d'intégrer la notion d'impact environnemental dans le développement dans les développements que font les ingénieurs. Donc j'essaye d'amener une conscientisation, on va dire, des impacts
en amont dans le développement technologique pour qu'on fasse pas n'importe quoi là, qu'on développe pas des outils technologiques juste pour le plaisir de les développer. Alors, c'est sûr que je j'ai pas la prétention de changer le monde, hein, parce que quoique j'aimerais bien l'avoir, mais je me dis que, moi, plus d'autres qui œuvront en ce sens-là, ben, on va finir par peut-être modifier la trajectoire de certaines compagnies qui auraient fait du développement technologique un peu brutal, on va dire comme ça, et puis qui là vont intégrer, des questions d'enjeux environnementales ou des choses comme ça. Donc ça passe beaucoup par la conscience. Heu et ça passe beaucoup par, justement par une science, qui a une conscience. Il est intéressant ce mot, conscience parce que, la conscience, c'est 2 choses et c'est là qu'on rejoint le corps et la conscience, c'est la faculté d'exercer un jugement d'une certaine manière, donc un jugement qu'on va dire moral ou éthique. Donc c'est la capacité, par exemple, à discriminer ça va être bien ou ça va être mal, sans porter de jugement au sens, moralisateur là, mais de di juste être capable de porter un jugement, un argument sur quelque chose. Ça, c'est la première définition. Mais la deuxième que je trouve intéressante aussi, c'est que la conscience, c'est la faculté de l'homme à appréhender sa propre réalité et on revient à la notion de réflexivité et d'observation. Donc quand je dis qu'on amène les chercheurs à prendre conscience, c'est autant de prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train de faire, mais qu'est-ce qui motive mon action aussi. Et là, le corps peut beaucoup nous aider parce que ce qui motive l'action, en tout cas pour moi, quand je vois quelqu'un qui me parle, je sais si, s'il ment ou si ce qu'il me dit est est incarné, on va dire ça comme ça. Ah oui? Comment tu fais ça? Écoute, quelque chose qui est incarné, c'est quelque chose qui est vivant et un corps vivant, ça se voit. Voilà. Après je dévoilerai pas tous mes petits secrets, mais un corps vivant, ça se voit. Ça me permet de nous emmener dans la dimension que tu aimes beaucoup, qui est celle de la danse, parce que c'est un peu ce que tu essayes de faire à travers ce que tu as créé, que ce soit le dance storming. C'est quand même de permettre aux gens de trouver cet alignement en passant par leur corps, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. En fait, la danse, je m'en sers, de 2 manières. Alors c'est pas de la danse au sens, chorégraphique. J'ai fait beaucoup de danse, on va dire, j'ai fait de la danse classique de l'Inde du Sud, j'ai fait, beaucoup de modern jazz, j'ai fait beaucoup de danse dites codées, où on apprend des chorégraphies. Mais depuis quelques dizaines d'années, je suis beaucoup plus sur, la danse au sens de mise en mouvement. Et je la développe, de 2 manières. Il y a une partie que j'appelle, prendre soin de soi, qui est plus en lien avec la danse-thérapie, qui est vraiment comment, se transformer et comment s'éveiller grâce au mouvement. Donc c'est explorer sa propre créativité, explorer sa propre personne à travers le mouvement. Ça a été, vraiment formulé par des chercheurs, puis, je le vois tous les jours là, c'est que plus on développe en fait sa grammaire de mouvement, plus sa plasticité aussi cognitive se déploie. Donc en gros, il y a un lien direct entre, sa capacité à se mouvoir, sa capacité à avoir des mouvements amples, par exemple, ou avoir des mouvements très différents et la flexibilité, mentale, cognitive qu'on va développer. Donc ça que Waouh! je trouve ça passionnant et j'aime beaucoup ce travail, que je fais avec, plus des gens, du grand public, on va dire, de travailler leurs mouvements à eux, leur singularité, comme leur signature corporelle, pour les aider à amplifier les mouvements qu'ils font aujourd'hui, à les aider à développer leur grammaire de mouvement. Ça, c'est la première chose, je trouve ça passionnant, j'adore faire ça. Et la deuxième chose, c'est le dance storming, quand tu en parlais. Donc, dance storming, c'est pour le pendant du brainstorming, la tempête d'idées, mais cette fois-ci avec la danse. C'est l'idée de se dire, justement, dans le milieu de la recherche notamment et de l'innovation, on fait beaucoup de brainstorming, donc on est assis ou on est un peu debout, mais quelque part, on cherche des idées avec des post-it, puis voilà, on est devant un tableau. Et et moi, je me suis rendu compte, en tout cas, que les plus belles idées, elles naissaient devant un café ou un peu en dehors de la réunion et que je le voyais, comme je disais tout à l'heure, que les gens, un corps vivant, ça se voit. Un corps excité par une idée, ça se voit aussi. Les yeux Mmh. brillent,
la personne s'anime, tout le monde se met à rigoler. Il y a comme un moment, ça dure peut-être 1 minute là, mais il y a un moment de waouh, il se passe quelque chose. Puis moi, je me disais, mais comment on peut réussir à capter ça ou à faire en sorte que les gens vivent ce moment, mais qu'on le reconnaisse comme un moment important. Pas le mouvement entre deux, puis finalement, après, on fait un vote de la meilleure idée, puis on prend l'idée la plus plate parce que le vote converge vers le truc le plus plate. Là. Mais comment faire en sorte de maintenir cette idée de vivant et d'être animé par l'idée dans le processus. Et le dance storming, c'est ça, c'est finalement passer par le corps pour découvrir des nouvelles idées sur un projet d'innovation ou autre. Et donc, on revisite toutes les étapes habituelles de l'innovation, observer l'idéation, la transformation de l'idée en quelque chose de matérialisé, tout ça, par le corps. Et c'est, là encore, fascinant. Je trouve Donc, que c'est tu fais extraordinaire. danser des chercheurs. Je fais bouger des chercheurs. Je ne veux pas effrayer tout le monde. Là. Danser, oui, parce que c'est pas seulement du mouvement au sens se déplacer d'un point A à un point B, mais je les fais se bouger, en effet, par rapport à leur projet. Donc, c'est pas centré sur l'individu, c'est évidemment, on va dire, par effet domino, il y aura un effet sur l'individu, parce que comme je le disais tout à l'heure, se mouvoir, c'est s'émouvoir. Donc, quand on va bouger son projet, on va bouger émotionnellement pratiquement tout le temps. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est par exemple quelqu'un qui va me dire, bah, moi, je fais ce projet parce que je veux diminuer, je sais pas, je veux, je dis n'importe quoi, améliorer le bien-être des personnes âgées dans les maisons pour personnes âgées. Et puis, quand il se met à bouger son projet, ben, par exemple, il ressent rien, ou ça lui crée de la colère ou quelque chose. Ah, intéressant. Creusons. C'est quoi cet écart qu'il y a entre ce que ça éveille émotionnellement chez toi et ton intention? Et ça permet d'améliorer le projet. Donc, on revient une fois encore sur le corps comme boussole pour orienter cette fois-ci un projet, mais ça peut être aussi pour orienter personnellement sa vie quand quelqu'un vient qui me dit mais, on est tous faits de fausses idées sur nous-mêmes ou de moi je suis pas créative, moi je sais pas danser, moi je sais. Eh ben essaye et puis on se reparle et puis voilà et c'est extraordinaire en fait. C'est vraiment une perspective géniale que tu nous amènes, Céline. Très honnêtement, je ne pensais pas que penser le corps comme ça nous amènerait dans toutes ces dimensions-là. Et que ce soit par rapport au contact avec la nature, que ce soit par rapport à la danse, même de voir appliquer l'utilisation du corps, en tout cas l'intelligence du corps dans la recherche. Je trouve que c'est hyper riche ce que tu dis. Moi, je voudrais te poser une question. C'est que tu as exploré pas mal de choses. Tu as exploré, donc tu as fait ta sociologie, mais tu as dit très rapidement que tu fais de la méditation, tu as exploré la médecine chinoise, tu as exploré, j'imagine, la danse-thérapie et toutes ces formes qui te permettent d'aller dans le corps et de voir un peu ce que tu peux y trouver. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu peux nous parler d'autres, je ne sais pas si ce sont des techniques, mais de ce qui existe et qui peut permettre à ceux qui nous écoutent d'aller explorer le corps, mais de manière différente. Tu vois, là tu as cité des choses, mais est-ce qu'il y a encore d'autres outils qui existent que tu recommanderais? Si je peux me permettre, je rentrerai pas, en tout cas, je poserai pas la question en ces termes, parce qu'il existe 1050 outils. Je dirais qu'il faut chercher et trouver la forme qui vous transforme. Il y a tellement aujourd'hui d'exploration possible, il faut essayer. Et à partir du moment où une forme nous bouleverse, nous transforme, on reste sur cette forme et on l'approfondit, on l'approfondit, on l'approfondit. Et là, on va commencer un chemin qui va être le chemin de sa propre transformation. Donc moi, j'aurais plutôt envie de dire ça. C'est pas tant les outils, parce qu'il y a aussi le body mind centering qui est très intéressant. Il y a beaucoup de pratiques vraiment. Enfin, c'est juste de reconnaître celle qui a un effet sur nous. Voilà. Moi, il se trouve qu'il y a des gens, ça va passer par l'écriture peut-être.
Moi, il se trouve que c'est plus le mouvement et la danse qui me parlent, mais pour d'autres, ça va être l'écriture, pour d'autres, ça va être, je sais pas, la musique, pour d'autres mais quelle est l'expression formelle qui vous transforme? Et à partir de là, par contre, s'y tenir, je dirais, pour aller jusqu'au bout de la démarche, quoi. C'est ça C'est que j'aurais super. envie de dire. C'est un super conseil, surtout que moi, je pensais, en posant cette question, je pensais beaucoup aux étudiants universitaires, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent, des étudiants universitaires, des futurs chercheurs. Donc, ok, alors allez explorer, trouver la forme qui nous transforme, en attendant d'arriver dans notre centre de recherche, dans la nature, un jour, un jour. Non, mais c'est super. Ok, c'est un très bon conseil, c'est une très belle façon de l'amener. Et avec tes ingénieurs, parce que c'est aussi une question que je vais te poser, hein. Donc, les ingénieurs, comment est-ce qu'ils ils réagissent en fait à cette, pas nécessairement seulement au dance storming, mais à cette idée que leur corps peut les aider à mieux innover, à mieux réfléchir à leur projet. Hem, pour l'instant, j'en parle pas à tout le monde. On va dire que j'en parle, à des oreilles que je sens réceptives. Voilà, donc je pourrais pas, généraliser, extrapoler sur les ingénieurs réagissent. J'en parle aux gens dont je sens que, ils ont peut-être une sensibilité ou une pratique ou que je les connais assez bien pour pouvoir leur parler un peu de ma folie et avec eux, généralement, ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les jeunes, en fait, ils poussent les profs à réfléchir autrement. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils arrivent en cours pour devenir ingénieurs et ils disent: «Mais à quoi ça sert ce qu'on fait? C'est quoi le sens c'est quoi le progrès?» Tu sais, ils leur posent des questions sur le sens de leur formation qui fait que ça déstabilise un peu les profs. Donc certains ont une ouverture, vers ça, je dirais pas encore jusqu'au corps dans l'absolu, hein, mais en tout cas vers la recherche de sens et qui dit sens dit alignement, qui dit alignement, on arrive au corps. Donc c'est tout un cheminement qu'il y a à faire. Je pense pas que l'université est entièrement prête encore pour accueillir, on va dire, avec grands bras ouverts toutes ces formes de pratiques, mais ça se développe. Il y a un groupe de recherche, avec lequel, je discute, qui est le pendant du design thinking, mais qui est le art thinking. Donc finalement, c'est un groupe qui cherche à comprendre comment on peut développer une pensée art ou une pensée, de l'art dans des pratiques de l'innovation ou, en tout cas dans les pratiques pédagogiques, universitaires. Voilà, donc il y a des choses qui arrivent. Hem Je pense que, comme toujours, enfin, il faudra sans doute faire des études pour prouver que ça marche, pour que ça puisse vraiment pénétrer dans l'université, qui passe beaucoup par le système de preuves. Ce que j'arrive aujourd'hui à développer, c'est vraiment des petites expérimentations. Là, j'essaie de développer des ateliers qui travaillent justement sur les questions d'éco-anxiété et essayer de voir comment, avec les étudiants, on peut, passer par le corps pour, aller mieux ou pour mieux vivre son éco-anxiété, pour ceux qui le développent. Parce que je trouve que justement, qu'est-ce qu'on fait quand on est pris avec l'idée qu'il y a le changement climatique, qu'on nous dit que c'est inéluctable, et cetera. On voit la nature, on voit les hausses de température, puis qu'est-ce que je fais avec tout ça? On peut être pris par cette éco-anxiété-là et je trouve que c'est intéressant de repasser par le corps pour essayer de le résoudre aussi ou en tout cas de passer à l'action derrière. Donc on va dire C'est que pour l'instant, super. je travaille plus par petites grappes que vraiment en essayant de révolutionner le système, parce que j'y arriverai pas de toute façon. Donc voilà. Parce que c'est génial. Le constat que tu fais par rapport à l'éco-anxiété, c'est quoi? Est-ce que tu le trouves parmi tes étudiants? Comment tu as remarqué en tout cas que c'était une vraie préoccupation pour que tu en viennes à développer un atelier? Bah, en m'intéressant justement au développement durable type universitaire, donc j'ai fait pas mal d'études sociologiques pour le coup, avec des gens qui construisaient des maisons passives ou des maisons autonomes ou des choses comme ça. Donc il y avait déjà un mode de vie un peu alternatif. Et en rencontrant ces gens-là, en allant sur des blogs, je me suis rendu compte aussi, voilà, j'ai aussi beaucoup lu de choses sur la collapsologie, participé à des blogs de collapsologues et tout ça. C'est quoi collapsologue?
La collapsologie, c'est un concept là qui a été développé par une personne qui s'appelle Pablo Servigne en France, qui est l'effondrement du monde. Il a comme réuni toute une somme folle d'informations qui a permis de dire oui, le monde va s'effondrer si on continue comme ça. Donc à partir de ce constat-là, qui a été fait déjà il y a un petit moment, donc il y a les collapsologues, les gens qui pensent en effet que ça va arriver, et puis il y a ceux qui derrière se disent bah, comment essayons de rendre ça heureux d'une certaine manière, comment pouvons-nous transformer ce constat et prendre action. Donc voilà, mais tout ça fait que quelque part j'ai commencé à me rendre compte que voilà, il y a des gens qui sont en peine avec le changement climatique, et puis il y a je te donnerai les références qui seront peut-être mis dans notre discussion à la suite. J'ai plus son nom en tête, mais il y a beaucoup de chercheurs qui ont écrit aussi là-dessus, sur la collapsologie, et qui montrent justement aussi l'espèce de... J'avais le mot double contrainte dans ma tête, mais c'est une injonction paradoxale. Et il y a beaucoup, je pense, de jeunes qui ressentent ça, qui est je fais des études qui m'emmènent dans une direction dont je sais qu'elle me mène au mur. Donc il y a un truc qui se place à l'intérieur de soi et qui pour le coup est très corporel, de ressentir comme une tension entre ce qu'on est en train d'apprendre pour devenir, mettons, ingénieur, et ce qu'on est en train de vivre, qui nous dit que si on continue à développer des produits énergivores et tout ça, le monde va s'écrouler. Il y a comme un truc qui ne fonctionne pas dans sa tête là. Donc moi, mon idée, c'était de dire comment on peut, par le corps, non pas résoudre cette tension, mais déjà, comme je disais tout à l'heure, l'observer et en faire quelque chose. Parce que c'est pas possible de laisser les étudiants dans cet état. Et c'est quoi le en faire quelque chose? On peut les aider, en fait. Mais pour ça, il faut déjà faire le constat qu'il y a peut-être un problème dans la formation d'aujourd'hui. Je comprends. Je dis pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui sont très heureux comme ça. Et puis, une fois encore, enfin, dans ce que je dis, il n'y a aucun jugement sur rien, là. Chacun fait sa vie comme il l'entend, là. Mais en tout cas, pour ceux que ça questionne, je trouve que l'université, aujourd'hui, a le devoir d'avoir une réponse. Elle ne peut pas laisser les jeunes comme ça, là. Je suis tellement de ton avis. C'est sûr que c'est quand même assez novateur par rapport à ce qu'on voit se dérouler dans les universités at large, quoi. Bah, on demande très peu aux étudiants pourquoi ils font ce qu'ils font, là. Parce que et je comprends, parce que la définition de l'université, c'est d'être un lieu où on acquiert des connaissances et où on produit des connaissances. Donc, mais des connaissances scientifiques, j'entends. Donc, il y a très peu l'idée on s'observe ou on fait du développement de soi ou des choses comme ça. Mais je pense justement que dans l'université de demain, où de toute façon, aujourd'hui, on a accès à la connaissance en un claquement de doigts par Internet, ce qui compte, c'est pas d'acquérir des connaissances, mais c'est de savoir discriminer les connaissances. Donc, reconnaître une connaissance valable et une qui n'est pas valable. Et deuxièmement, c'est de savoir se situer dans ces connaissances. Parce que sinon, on est pris dans Instagram, dans je sais pas quoi, dans bidule, et puis on pense qu'on sait rien faire, qu'on est nul, que voilà. Donc on se situe où là-dedans? C'est où notre force? On sait faire quoi? Et puis une fois qu'on sait pourquoi on est là, une fois qu'on est aligné, dans le sens où on pose les pieds par terre, puis on est content de poser les pieds par terre tous les matins, que machin il fasse un truc ou bidule il fasse un truc, on s'en fout, parce que nous on sait ce qu'on a à faire tranquillement, je dirais. Mm-hmm. Je peux développer des heures, hein, donc faut m'arrêter là. Je suis tellement heureuse que tu aies pu te libérer, nous parler, puis nous partager ta passion pour le corps, parce qu'on l'entend, tu es hyper passionnée quand tu parles de ça. Surtout quand tu as parlé de la danse, j'ai senti dans ta voix là, que ça s'allume là. Donc je suis hyper heureuse que tu aies été l'invitée de l'émission. Donc mille merci Céline. Est-ce que je peux dire un petit dernier mot? Ah ben vas-y. Parce qu'on a beaucoup parlé de corps, de nos différents corps, puis le corps, ça renvoie aussi à l'image de soi. Puis ce que j'avais juste envie de dire pour la fin, c'est qu'on a tous un corps, et puis que le premier truc à faire, c'est juste de le regarder et de le savourer là, tous les matins, parce que c'est ce corps qui nous permet de marcher, de prendre action. C'est ce corps qui nous permet de nous déplacer. Puis on s'en fout que ce corps, il soit beau, pas beau, enfin selon les standards, voilà. On a un corps. Et enfin, j'ai envie de dire à tout le monde, apprenez à l'aimer, apprenez à
à le chérir, apprenez à le regarder et juste à le trouver beau. C'est juste ça que j'ai envie de dire parce que c'est une source extraordinaire de richesse, d'apprentissage, de sagesse. C'est un lieu dont on ne soupçonne pas ou mal la puissance en fait. Et c'est le lieu qui nous rend vivants. Donc voilà, j'ai vraiment envie de dire à tout le monde là, respirez, honorez votre corps. Ça fait un petit peu extrême là, comme j'ai envie de le dire, mais je le pousse un petit peu loin, juste pour vous dire, faites gaffe à votre corps, donnez-lui ce qu'il a à prendre, nourrissez-le. Voilà. Bah, écoute, moi, ça me donne des frissons ce que tu viens de dire et je vais vraiment m'en souvenir. Et je pense que ceux qui nous écoutent, nos chers amis de l'Université dans la Nature aussi. Alors, mille merci Céline, franchement, pour ce magnifique message et encore merci d'avoir été avec nous. Très grand plaisir. Donc, pour la suite, ben, on se retrouvera pour une autre émission. Peut-être pas jeudi prochain, mais le suivant. Mais on est toujours là pour continuer à explorer tout ce qu'on peut explorer en termes d'impact de la nature et de connexion avec soi-même et avec ce qui nous entoure. Donc, à bientôt tout le monde. À bientôt. Bye bye. Le podcast de l'Université dans la Nature. Vous aimez? Partagez.